Au XIVe siècle, les Aztèques découvraient avec émerveillement une gigantesque cité abandonnée depuis une éternité, Teotihuacan. Un long passage souterrain aménagé sous l'une des pyramides du site intéresse aujourd'hui les chercheurs. Ils espèrent non seulement mieux cerner qui étaient les bâtisseurs et les maîtres de Teotihuacan, mais aussi en savoir plus sur cette métropole précolombienne, l'une des plus puissantes de son époque. Aucune autre cité de l'Antiquité n'a atteint des dimensions aussi monumentales en un temps aussi bref. La clé du mystère se trouve peut-être dans la chambre située à l'extrémité de ce tunnel. C'est la plus belle aventure qu'il m'ait été donné de vivre. Une aventure qui va conduire les archéologues au cœur de Teotihuacan. La Sierra Nevada au Mexique est constituée d'imposants volcans en sommeil ou éteints pour beaucoup. Mais le Popocatépetl, littéralement la montagne fumante, est encore en activité aujourd'hui. C'est sans doute l'une de ces éruptions destructrices qui est à l'origine de la fondation de Teotihuacan dans l'Antiquité. Toute la région est ravagée. Près de 100 000 personnes prennent la fuite. Du jour au lendemain, elles ont perdu leur lieu de vie et leurs moyens de subsistance. Les cultures sont contaminées par les cendres et les pluies acides, bien au-delà des abords immédiats du volcan. La plupart des sinistrés prennent la direction du nord. C'est dans une vallée abritée, en bordure de ce paysage de désolation, qu'ils vont tenter de s'installer. Ce nouveau départ dépend du bon vouloir de leur divinité, qui semble pour l'instant hostile, voire en colère, au vu de cette puissante éruption volcanique. Un mince espoir subsiste toutefois. Après tout, les dieux les ont guidés en lieu sûr. Le sol volcanique est fertile, la nappe d'eau souterraine abondante, le climat doux et stable. Des conditions idéales pour assurer la survie de ces milliers de réfugiés. Les éruptions volcaniques au 1er siècle de notre ère ont été désastreuses pour les populations des alentours, dans le sud de la vallée de Mexico et de Puebla. Les habitants qui ont fui à cette occasion ont notamment trouvé asile à Teotihuacan. Ils sont arrivés là après avoir quitté une zone complètement calcinée. Et ils ont trouvé un paradis où l'eau était abondante. Ces rescapés de l'enfer ont dû voir en Teotihuacan la promesse d'une seconde chance. L'occasion de construire une nouvelle société en laissant derrière eux l'ordre ancien qui avait été détruit. Les nouveaux arrivants vont ériger une cité colossale organisée autour de pyramides et d'innombrables temples. Teotihuacan doit ainsi s'attirer durablement la clémence des dieux. La pyramide de la Lune, dans la partie nord du site, est sans doute la première à voir le jour. Plus au sud, la monumentale pyramide du Soleil culmine à 63 mètres, ce qui en fait l'une des plus hautes au monde. À l'extrémité de l'allée des morts se dresse une pyramide plus petite, un temple en l'honneur de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, érigé au cœur d'un ensemble architectural baptisé citadelle. Ces trois pyramides à degrés bordant l'allée constituent le cœur religieux de Teotihuacan. Mais le site s'étend sur plusieurs kilomètres et il est aligné presque à la perfection sur un axe nord-sud. Tout autour, de vastes ensembles résidentiels à l'agencement rigoureux peuvent accueillir jusqu'à 200 000 occupants.
L'archéologue Sergio Gomez veut tenter de comprendre qui a imaginé et construit cette cité unique. Il espère trouver des réponses sous la pyramide de Quetzalcoatl. En 2003, il a mis au jour et exploré un puits maçonné à une 50aine de mètres de l'édifice. Son expédition a été filmée. C'est un défi de rêve pour un archéologue. Quand on est face à l'inconnu, à l'incertitude, on est encore plus motivé. Sergio Gomez descend dans un conduit à peine plus large que lui. Sa sécurité n'est pas assurée, et qui plus est, il s'enfonce dans une obscurité quasi absolue. À la surface, ses collègues doivent régulièrement donner du mou, car le puits est profond. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je touchais les parois au fur et à mesure de la descente. Elles étaient très humides, mais plutôt régulières. Je me suis dit que ce puits n'avait rien de naturel, qu'il avait forcément été creusé par l'homme. Il s'agit sans doute d'un puits d'aération creusé sur 14 mètres de profondeur. Et ce n'est pas tout. Il débouche sur un boyau horizontal. Cela ne fait plus aucun doute. On a creusé de toutes pièces un souterrain ici. Quantité de décombres et de pierres rendent la progression difficile. Le tunnel ne semble toutefois pas s'être écroulé. On dirait plutôt qu'il a été délibérément obstrué. Au bout de quelques mètres, Sergio Gomez doit rebrousser chemin. Mais un scanner laser va lui permettre de visualiser en 3D, avec la netteté d'une photo, ce qui se trouve au-delà des éboulis. Le boyau souterrain court d'abord en ligne droite sur 50 mètres en direction de la pyramide du serpent à plumes. Il semble qu'il passe ensuite sous la pyramide, sans que l'on sache jusqu'où il se prolonge. Quoi qu'il en soit, ce long passage creusé sous le principal sanctuaire de Teotihuacan, puis soigneusement condamné, renferme sans doute un grand secret. Ça m'a permis de formuler une hypothèse. Ils avaient obstrué le tunnel après avoir déposé à son extrémité une offrande très importante, ou même la dépouille d'un personnage important. J'ai pensé qu'on trouverait peut-être les restes d'un souverain. Son autorité de tutelle est convaincue par cette thèse et l'autorise à déblayer le souterrain. Sur les parois, Sergio Gomez découvre les premières traces des bâtisseurs de cette galerie, des sillons laissés par une main. C'est quelque chose d'exceptionnel. Comme si on touchait la main d'un ouvrier qui a travaillé là il y a des milliers d'années. Des parois au plafond, l'intérieur du tunnel a été badigeonné d'un mélange à base d'argile. Tout a été fait à la main, mètre par mètre. Des centaines d'ouvriers ont dû travailler ici sans relâche pendant des années. C'est à coups de burin et de marteaux de pierre que les Téotihuacans sont venus à bout de la roche volcanique, très dure. Contrairement à d'autres civilisations de la même époque, ils ne connaissaient pas les outils en fer. À mesure que l'équipe progresse, l'oxygène se raréfie. C'est une épreuve, mais aussi une bénédiction. Car les outils antiques se sont ainsi parfaitement conservés. Les archéologues découvrent une réserve de burins, spatules et marteaux. Après examen en laboratoire, il s'avère que ces objets datent des 2 premiers siècles de notre ère, comme la pyramide du serpent à plumes. Le tunnel a donc dû être planifié au même moment que la structure extérieure.
Les pyramides de la Lune et du Soleil possèdent elles aussi des extensions souterraines, mais l'ensemble ne forme pas une unité architecturale. Il a fallu 200 ans au Téotihuacan, soit environ 8 générations, pour ériger la cité et ses pyramides. C'est très peu, si l'on songe aux outils rudimentaires dont il disposait. Pour transporter les lourds blocs de roches volcaniques, ils ne pouvaient compter que sur leurs muscles, car ils ne connaissaient ni la roue ni le palan. C'est leur force physique qui est impressionnante, plus que leur sens de l'innovation. La principale motivation pour ce travail de titan est la foi. La construction des pyramides est une façon de servir les dieux. En bâtissant ces pyramides, les populations qui avaient trouvé refuge à Téotihuacan ont voulu remercier les dieux de leur offrir cette seconde chance. Comme ailleurs dans cette région du monde, les divinités de Téotihuacan représentent la naissance, la vie et la mort. Tlaloc, dieu de la pluie et des tempêtes, occupe une place prépondérante dans le panthéon mésoaméricain. Les rescapés du volcan l'adoraient déjà avant leur migration. Il en va de même de la grande déesse de Téotihuacan, peut-être une divinité supérieure liée à la fécondité. Le serpent à plumes, en revanche, ne joue au départ qu'un rôle secondaire. C'est à Téotihuacan qu'il gagne en popularité, comme en témoigne la pyramide qui porte aujourd'hui son nom. Quelques 280 sculptures à l'effigie de Quetzalcoatl ornaient initialement la façade de ce temple, ce qui souligne le rang très élevé de la divinité. Le serpent à plumes est un être hybride, mi-oiseau, mi-reptile. Dans le nouveau culte qui se développe à Téotihuacan, il est le dieu le plus puissant, créateur du cosmos, maître de la vie et de la mort. Cette divinité apparaît déjà dans le centre du Mexique et plus généralement en Mésoamérique. Mais son culte prend vraiment son essor à Téotihuacan avant de se diffuser par la suite. On retrouve ainsi Quetzalcoatl chez les Mayas et ailleurs dans la région. Ce n'est pas un hasard si le serpent à plumes a acquis ce statut de dieu créateur au moment de la fondation de Téotihuacan. Les habitants de la cité craignaient sans doute que leur dieu traditionnel leur fasse défaut une fois de plus. Pour prendre un nouveau départ, il leur fallait donc une nouvelle divinité. La pyramide qui lui est dédiée était autrefois recouverte de stucs polychromes. Le sanctuaire à son sommet était cerné de solides murailles. Cet édifice est le seul à Téotihuacan que l'on peut rattacher sans aucun doute à une divinité précise. Les autres temples et pyramides étaient également parés de couleurs vives. Ces édifices massifs et visibles de loin étaient autant de symboles de la puissance des cieux. Érigé en quelques siècles par les réfugiés et leurs descendants, le cœur religieux de Téotihuacan n'a pas d'équivalent dans l'espace mésoaméricain. Aucune autre cité de l'Antiquité n'a atteint des dimensions aussi monumentales en un temps aussi bref. Ce sont les prêtres qui rendent possible ce tour de force. Face à un avenir incertain, ce sont eux les maîtres du jeu, car ils assurent la communication avec les dieux. Eux seuls connaissent la volonté des puissances occultes, ce qui leur confère une emprise sans limite sur la population. Ils possèdent l'autorité nécessaire pour ordonner la construction de pyramides et le savoir technique pour mener à bien de tels projets. Les quelques représentations picturales qui sont parvenues jusqu'à nous confirment le rôle majeur des prêtres à Téotihuacan. La question du gouvernement de Téotihuacan est une énigme passionnante pour les archéologues. Sur place, on n'a pas retrouvé d'image de souverain, mais il y a énormément de représentations de prêtres.
On pense donc que la religion jouait un rôle central dans la cité, à la fois pour la diriger et pour garantir la cohésion de la société. Les sacrifices sont d'importants instruments du pouvoir. À Teotihuacan, il faut sans relâche solliciter la bienveillance des dieux. Et ce sont les prêtres qui ont le dernier mot en matière d'offrande. Les fouilles effectuées au pied de la pyramide de la Lune nous en disent plus sur ces rituels sophistiqués. Les archéologues ont creusé un profond tunnel dans la construction de pierre et ils ont découvert d'innombrables ossements provenant d'animaux de toute la zone mésoaméricaine. Les animaux servaient à consacrer les édifices importants. Il s'agissait généralement d'espèces associées à l'art de la guerre, des prédateurs, des rapaces, ou parfois des animaux qu'on associait aux âmes des guerriers morts. On a ainsi retrouvé des pumas, des jaguars, des loups, des coyotes, des serpents à sonnettes, des aigles, mais aussi des papillons. Ce n'est pas tout. Les Teotihuacans doivent eux aussi être prêts à donner leur vie pour les dieux. Les fouilles révèlent la présence de nombreux squelettes humains. Comme ceux des animaux, ils sont retrouvés dans les fondations mêmes de la pyramide de la Lune. Leurs mains sont entravées, ce qui permet d'imaginer le scénario. Les victimes ont sans doute été emmurées vivantes au pied de la pyramide dès le début du chantier. Une façon de consacrer le futur sanctuaire. Du point de vue des prêtres, les offrandes humaines étaient plus précieuses que les sacrifices animaux, en particulier si la victime jouissait d'une bonne réputation dans la cité. Plus son rang était élevé, plus sa vie avait de valeur. En mettant à mort un guerrier aux nombreux faits d'armes, les Teotihuacans espéraient s'attirer la bienveillance des dieux protecteurs. La vie humaine comme monnaie d'échange. Aujourd'hui, ces sacrifices peuvent nous paraître particulièrement barbares. Mais ces offrandes permettaient de consacrer les édifices religieux. C'était une façon de sanctifier un espace, de placer sous de bons auspices une nouvelle phase de construction d'un temple ou d'une pyramide. Et pour cela, il fallait sacrifier des vies. Les sacrifices n'ont jamais cessé à Teotihuacan, y compris après l'achèvement des grands ensembles architecturaux. Mais les rituels ont évolué. David Carballo veut faire analyser certains ossements présentant des lésions qui ont été retrouvés sur le site de la pyramide de la Lune. La science permet aujourd'hui de déterminer leur origine, même après plusieurs siècles. C'est la mission de la bioarchéologue Rebecca Story. Elle repère immédiatement des entailles sur les os des bras et des jambes, ainsi que sur le crâne, occasionnées par des lames extrêmement acérées. Problème, aucune de ces lésions ne semble assez grave pour avoir été mortelle. Ce ne sont pas des blessures anodines, mais cet individu a certainement été tué d'une autre façon avant qu'on lui coupe la tête. Son cœur a sans doute été transpercé. Le sang devait couler à flot pour les dieux. La pyramide de la Lune a été érigée en 7 phases. On y a retrouvé pour l'instant 5 emplacements renfermant en tout 37 squelettes humains et correspondant à chaque étape de construction de l'édifice. Dans celle de Quetzalcoatl, pas moins de 20 charniers contenant 200 squelettes d'hommes, de femmes et d'adolescents ont été découverts.
un chiffre considérable. Ces sacrifices étaient aussi une mise en scène, avec une dimension de spectacle politique. Les Romains crucifiaient ou jetaient leurs prisonniers au lion pour exprimer la puissance de leur État. Les Téotihuacans étaient sans doute animés d'une intention comparable. Mais pour la puissante caste des prêtres, la multiplication des offrandes au Dieu créateur était surtout synonyme de paix et de prospérité pour tous. Les objets retrouvés sous la pyramide du serpent à plumes témoignent de l'opulence des Téotihuacans à leur apogée. À 75 mètres du début du tunnel, les archéologues mettent au jour ce qui ressemble à une cache profondément enfouie dans la terre. Elle renferme des bijoux précieux, notamment un lourd collier de coquillages et des os d'animaux sculptés. Les chercheurs pensent tout d'abord avoir affaire à des présents déposés dans un tombeau et espèrent retrouver les restes d'un haut dignitaire. Mais il n'en est rien. En revanche, l'équipe découvre une pierre au reflet vert. Une trouvaille importante, comme le pressent Sergio Gomez. Elle se trouve à proximité immédiate du collier, qui appartenait certainement à un prêtre. En quelques minutes, nos spécialistes identifient la nature de la pierre. Candido, passe-moi le sac. Il s'agit d'obsidienne verte, travaillée en lame, la matière habituelle des poignards sacrificiels. Or, il n'existe qu'un seul gisement d'obsidienne au monde qui fournit une pierre de cette qualité. Il se trouve à 50 km de Teotihuacan. Dans le parc national El Chico, à proximité de Pachuca, David Carballo a rendez-vous avec l'archéologue Alejandro Pastrana, spécialiste de l'obsidienne. Il y a plusieurs millénaires déjà, les précolombiens creusaient des galeries dans la roche volcanique pour accéder à ce trésor si convoité. À l'échelle de l'histoire géologique, ce gisement d'obsidienne s'est formé en un clin d'œil. Cette roche apparaît dans des conditions bien particulières, lors des éruptions volcaniques. Ici, nous avons des fragments d'obsidienne. Si la lave contient plus de 10% d'eau, de petites billes se forment. L'obsidienne subit un refroidissement instantané au contact de l'eau qui l'empêche de cristalliser. Il faut transformer l'obsidienne brute pour lui donner son tranchant. Au lieu de la tailler directement, comme certaines pierres précieuses, on la travaille par cassure. À présent, vérifions la qualité. Entre les mains expertes d'Alejandro Pastrana, l'obsidienne de Pachuca dévoile ses caractéristiques uniques au monde. On voit bien sa couleur verte. Elle est extrêmement coupante quand on la casse. C'est le matériau naturel le plus tranchant qui soit. Sous un microscope à très fort grossissement, on voit que ces arêtes sont bien nettes. Ce n'est pas le cas de l'acier inoxydable, par exemple, qui présente des irrégularités. L'obsidienne retrouvée sous la pyramide de Quetzalcoatl provient sans aucun doute du gisement préhistorique de Pachuca. David Carballo va même plus loin. Selon lui, les prêtres de Teotihuacan ont contrôlé cette précieuse réserve pendant plusieurs siècles. Le site était organisé selon un plan très précis, comme la cité des pyramides. En outre, les fondations des édifices datent elles aussi des 2 premiers siècles de notre ère. Enfin, l'ancien atelier et les logements des ouvriers sont alignés sur un axe nord-sud.
La proximité de cette extraordinaire source de matières premières pour la confection d'outils a conféré un avantage économique à Teotihuacan et permis des échanges commerciaux à longue distance. L'obsidienne de Pachuca était prisée également pour sa couleur. Le vert était déjà un symbole de fertilité. À une époque de grande dévotion religieuse, la précieuse roche jouait un rôle important dans les rituels. Elle s'exportait d'ailleurs dans toute la Mésoamérique et même au-delà. Au nord, jusqu'à l'actuel Arizona. Au sud, jusqu'à la péninsule du Yucatan, au Guatemala et au Belize. Ce vaste réseau commercial a fait la fortune des Teotihuacans. Ces derniers importaient également des produits exotiques de contrées lointaines. Sous la pyramide du serpent à plumes, on a ainsi retrouvé quantité de gros coquillages richement décorés. Ils proviennent de grands gastéropodes, des tritons surnommés trompes des dieux. Élancé, parcouru de plis et de protubérances, le spécimen retrouvé ici provient des Caraïbes. Et la créature mythologique qui y est représentée est probablement un crocodile, dont on dit qu'il portait le monde sur son dos. Les prêtres utilisaient ces conques pour accompagner les rituels en musique. Elles émettent en effet un son ample et perçant à la fois, comme venu d'un autre monde. Cette trompe indique que le tunnel a peut-être abrité des cérémonies rituelles. Les archéologues y retrouvent également une grande quantité d'artefacts en jade. Presque aussi dure que le diamant, cette pierre fine était déjà à l'époque un matériau onéreux. On ignore encore quels outils employaient les Teotihuacans pour la travailler aussi finement. Plus de 10 000 objets ont été mis au jour. Bon nombre d'entre eux sont des produits d'importation et nous renseignent sur les relations commerciales qu'entretenait Teotihuacan avec des territoires parfois lointains. Le jade vient ainsi du Guatemala, distant d'1 millier de kilomètres environ. La mer des Caraïbes et ses conques se trouvent à plus de 1200 kilomètres. Teotihuacan connaît une époque de grande prospérité grâce à sa main-d'œuvre abondante et à une foi profonde dans l'ordre cosmique de l'univers. C'est ce qui explique l'orientation de la cité. Au début de la saison sèche et de la saison des pluies, le soleil couchant passe exactement à la verticale de la pyramide du soleil. L'astre signale que le moment est venu de semer ou de récolter. Au-delà de leur utilité pratique, le soleil, la lune et les étoiles constituent des piliers essentiels dans l'univers des Teotihuacans. Et leur vision du monde se reflète jusque dans le tunnel. Regarde ça, David. Impressionnant. Ce scintillement n'est pas un phénomène naturel. Oui, impressionnant. À l'évidence, les parois, la voûte, pratiquement tout le tunnel a été enduit de cette poudre minérale. Les Teotihuacans ont moulu de la pyrite, un minéral doré aux éclats métalliques, puis badigeonné l'intérieur du tunnel de cette pâte brillante. À la lumière des torches, les parois et la voûte devaient étinceler comme un ciel étoilé. Le cosmos symbolise la puissance de la cité, en harmonie avec les astres. En construisant des pyramides monumentales, la cité veut réconcilier ses sujets avec les dieux. Grâce au commerce et à ses terres fertiles, elle prospère et ne manque jamais de rien.
Un paradis sur terre, en somme. Teotihuacan exerçait une certaine attraction sur le reste de la Mésoamérique à l'époque classique. On y venait pour des raisons à la fois économiques et religieuses. C'était une cité cosmopolite, regroupant des locuteurs de différentes langues dans un même système social et religieux. À partir du IIIe siècle, des quartiers résidentiels viennent compléter le centre religieux. Ces vastes ensembles peuvent accueillir jusqu'à 200 000 occupants. Les blocs de roches volcaniques utilisés pour leur construction sont assemblés, jointoyés et recouverts de mortier. Les volumes sont généreux, même dans les habitations destinées aux couches sociales les plus basses. Chaque bâtiment abrite entre 40 et 60 personnes vivant en communauté. On y trouve des cours intérieures lumineuses agrémentées d'hôtels, de temples privatifs et de petits cimetières. Les appartements sont découpés en pièces de dimensions diverses. Ils disposent chacun d'une cuisine, de chambres à coucher, d'espaces de stockage et d'un endroit pour entreposer les déchets. Les complexes résidentiels de Teotihuacan sont tout à fait remarquables. Ils sont spacieux et organisés selon un plan en grille. On ne connaît rien d'équivalent ailleurs dans le monde antique. Le cœur de la cité est réservé aux prêtres et aux soldats. Autour s'organisent les quartiers des différents artisans. Dans certaines zones s'installent des étrangers qui restent entre eux. Par exemple, les immigrés venus de Michoacán et d'Oaxaca. Dans d'autres secteurs, les cultures coexistent. Teotihuacan devient rapidement une cité-État influente. Elle n'est ni fortifiée ni construite en hauteur. Elle est complètement exposée, dans une vallée. Mais elle est bien plus vaste que les autres villes de l'époque et possède une armée invincible. Son hégémonie est donc incontestée. Une hégémonie qui commence à déranger en Mésoamérique. Car au sud-est de Teotihuacan règnent les puissants Mayas. Un peuple guerrier, à la réputation féroce. Ils vivent eux aussi dans des cités-États, et leur principal centre urbain se situe à Tikal, aujourd'hui au Guatemala. Le roi de Tikal se trouve soudain confronté à un rival au nord-ouest. Une stèle de pierre retrouvée à Tikal relate un affrontement entre les Mayas et des envahisseurs, peut-être venus de Teotihuacan. L'inscription, complexe, a été déchiffrée il y a quelques années seulement. Nikolai Grube, spécialiste de l'époque précolombienne, est l'un des rares experts au monde à pouvoir lire ces hiéroglyphes. Il a déchiffré peu à peu l'histoire mouvementée des Mayas de Tikal. La partie la plus intéressante de cette longue inscription se trouve ici. Cette phrase est absolument capitale. Elle nous apprend l'arrivée d'étrangers venus de l'Ouest. Et le même jour, nous dit-on ici, le roi a disparu dans l'eau. C'est une métaphore qui signifie qu'il est mort. Renversé par des guerriers venus de l'Ouest le 15 janvier de l'an 378, le roi Maya n'est plus. L'inscription ne dit pas si les envahisseurs ont donné l'assaut sur Tikal et fait d'autres victimes. L'identité des agresseurs ne fait guère de doute, bien qu'ils ne soient pas désignés nommément. On voit ici le nouveau roi de Tikal, Yaxnun'in, le crocodile vert, installé sur le trône par les envahisseurs en l'an 379. Il est représenté dans le costume Teotihuacan, avec cette parure de tête typique. Il porte autour du cou des coquillages
tient dans une main un bouclier carré et dans l'autre un propulseur de lance. Ce sont les attributs habituels des guerriers de Teotihuacan. Les Teotihuacans sont les seuls dans la région à disposer de propulseurs qui garantissent leur supériorité sur le champ de bataille. Comme nous le montrent aujourd'hui les reconstitutions, ces accessoires impriment une force supplémentaire à l'arme de jet et doublent ainsi sa force de pénétration. Il devient possible de projeter une lance à 100 mètres. C'est cet avantage militaire qui va faire vaciller les royaumes mayas. Teotihuacan a exercé une influence considérable dans la région. Elle a suscité l'émergence d'un nouveau système politique dans les basses terres mayas, un réseau de cités-États toutes placées sous sa coupe. La domination de Teotihuacan ne s'arrête donc pas à Tikal, elle s'étend à tout le cœur du monde maya à l'époque classique. L'univers religieux des Mayas en particulier se trouve bouleversé. Ils adoptent le dieu du serpent à plumes, créateur de la terre, en font leur divinité principale et lui consacrent de nombreux temples et lieux de culte. À son apogée, Teotihuacan étend sa suprématie jusqu'à l'actuel Honduras au sud et jusqu'aux États-Unis au nord. Seul peut-être l'Empire romain peut revendiquer une plus grande zone d'influence dans l'Antiquité. Les rois mayas, notamment, espéraient renforcer leur prestige en s'associant à Teotihuacan et en reprenant ses symboles. Comme les empereurs allemands, qui s'inspiraient de l'héritage de Rome. Au IVe siècle, la cité est devenue un centre incontournable du pouvoir religieux. On ignore cependant si elle était dirigée par un roi ou si le chef de la caste des prêtres remplissait aussi les fonctions d'un souverain séculier. Sous la pyramide de Quetzalcoatl, les fouilles renvoient plutôt à la piste des prêtres. Mais les chercheurs continuent de progresser sous le sanctuaire. Au bout de 120 mètres environ, le tunnel débouche sur 3 chambres disposées en croix et s'interrompt. Les archéologues ont conservé en l'état l'accès exigu d'origine. L'espace central, légèrement en contrebas, est au contraire très haut et mesure environ 30 mètres carrés. L'emplacement de ces 3 chambres coïncide parfaitement avec l'axe vertical de la pyramide du serpent à plumes, et c'est très étonnant. On ne comprend toujours pas comment les architectes ont réussi à effectuer des calculs permettant d'aligner ces axes sur la pyramide qui se trouve plusieurs mètres plus haut. Cet alignement répond sans doute à un impératif religieux. Mais quelle est cette ligne énigmatique qui court sur le mur de la chambre centrale? L'analyse chimique indique qu'il s'agit d'un ancien repère de niveau d'eau. Reste à comprendre à quoi il correspond. Cette démarcation apparaît aussi dans les 3 chambres, toujours à la même hauteur. Toute la zone a donc été inondée à un moment comme occupée par un lac souterrain. Les archéologues supposent que les habitants ont creusé pour atteindre la nappe phréatique et faire remonter l'eau. Sans doute les Teotihuacans savaient-ils qu'un vaste réservoir se trouvait sous la pyramide. Ils possédaient de bonnes connaissances en gestion de l'eau. Les ouvriers de fouilles explorent le sol, couche après couche, toujours dans l'espoir de mettre au jour une sépulture. Mais c'est une découverte bien différente qu'ils font.
Une statuette de femme très ouvragée, de près de 30 cm de haut, ensevelie sous le limon. Elle est intacte. C'est la première de cette taille retrouvée à Teotihuacan. Trois autres statuettes font bientôt leur apparition à quelques mètres de là. Après un moment de perplexité, les archéologues reconstituent leur position initiale. Ici, nous avons trouvé celle-ci. À côté d'elle, une autre, plus petite et représentant un personnage masculin. Et nous en avons découvert deux autres, là et là. On dirait qu'elles regardent toutes vers un point central qui semble coïncider avec cet axe imaginaire reliant le monde souterrain à la voûte céleste. Je dirais que ces statuettes déposées ici font office de gardiens. Elles protègent très précisément cet espace. Le tunnel, les gardiens de pierre tournés vers l'intersection de la croix, l'emplacement de cet espace central aligné sur la pyramide du serpent à plumes. Il n'y a qu'une explication possible. Il s'agit d'un lieu de culte qui a été délibérément inondé. Les Téotihuacans ont conçu la pyramide et ses extensions souterraines comme un seul complexe religieux. Son domaine sacré s'étend du sous-sol au sommet de l'édifice et même au-delà. Dans l'espace mésoaméricain, les pyramides sont en fait des montagnes artificielles. C'est aussi le cas ailleurs dans le monde, en Égypte et au Cambodge par exemple. Et ces montagnes permettent d'entrer en contact avec le ciel. Inspirées des montagnes, les pyramides sont aussi la demeure des dieux. Chacun d'entre eux a un nom et des attributions particulières. Mais un seul est responsable de la création, et il réside dans une montagne qui renferme l'origine de toute vie. Les Téotihuacans ont laissé de nombreuses représentations de cette conception. Au centre de cette peinture murale se dresse la montagne sacrée. La source originelle responsable de la vie se trouve dans les entrailles de la terre. Toute la création prend ses racines dans les profondeurs. C'est peut-être cette source mythique qu'ont voulu reconstituer les Téotihuacans sous la pyramide du serpent à plumes, en l'honneur de leur dieu créateur. On peut imaginer que les prêtres accomplissaient des rituels au bord du lac souterrain. Des cérémonies évoquant le nouveau départ de ceux qui avaient fui leur contrée d'origine. On pense qu'il y avait également des prêtresses. Elles représentaient le lien avec les divinités féminines, toujours centrales dans les mythes de fondation. Ce lac était sacré et symbolisait donc la source originelle. De nombreuses offrandes y étaient plongées, en signe de gratitude envers Quetzalcoatl. Les habitants de Teotihuacan ont creusé le tunnel à une profondeur précise, qui ne doit rien au hasard. Dans la pensée mésoaméricaine, l'inframonde n'est pas nécessairement le royaume de la mort, c'est aussi celui de la création. Cette découverte est extrêmement importante. Elle nous permet de mieux comprendre certains aspects de la conception religieuse et de la cosmogonie des anciens peuples mésoaméricains. L'âge d'or de Teotihuacan a duré environ 3 siècles. Puis la cité-État a périclité presque du jour au lendemain. Que s'est-il passé ? David Carballo a relevé des traces de feu et de suie sur la pyramide du serpent à plumes. On en retrouve aussi sur la plupart des édifices du centre religieux de la cité, mais pas dans les quartiers résidentiels. Toutes datent de la même époque.
Dans la seconde moitié du VIe siècle, s'est produit un immense incendie. On en voit les conséquences sur l'architecture et sur certains matériaux périssables. Par exemple, des poutres tombées au sol. C'est sans doute là encore un volcan qui précipite la chute de Teotihuacan. À 1500 km de là, l'Ilopango connaît une très violente éruption. Les pluies de cendres et la période de froid qui s'ensuivent mettent en péril la subsistance d'une bonne partie du continent, y compris de Teotihuacan. Il est possible qu'une révolte ait éclaté. Le centre de la cité a été incendié de façon très ciblée. Cela concerne une centaine d'édifices le long de l'allée des morts. Le centre de Teotihuacan part en fumée. Rien ne suggère une attaque extérieure. C'est vraisemblablement la population affamée qui a détruit le cœur du pouvoir religieux et une partie des demeures des dieux. L'État s'étant effondré, la cité était sur le déclin. Puis elle est devenue un mythe. Au plus tard, vers l'an 650, Teotihuacan a perdu tout rôle politique et va progressivement tomber dans l'oubli. Quelques siècles plus tard, les Aztèques imposent leur hégémonie sur de vastes pans de la Mésoamérique. Un peuple guerrier, avide de conquête. Au XIVe siècle, ils s'aventurent sur les hauts plateaux mexicains. Ils se retrouvent soudain nez à nez avec les vestiges d'une gigantesque cité hérissée de temples et de pyramides. Impressionnés, ils lui donnent alors le nom de Teotihuacan, le berceau des dieux. Les Aztèques pensent que cette cité a été construite par leurs ancêtres, ou peut-être même par leurs dieux. Voilà pourquoi leur culture fait la part belle aux mythes et aux légendes concernant Teotihuacan. C'est un site très ancien. Il a été le théâtre d'événements importants qui ont marqué pendant des générations l'exercice du pouvoir et les structures de domination dans la région. On compare souvent Teotihuacan à la ville de Troie. Puissante cité-État, elle a exercé une forte influence sur son époque. Mais elle reste nimbée de mystères, notamment parce que ses habitants n'ont laissé aucune trace écrite. C'est une cité sans équivalent dans l'ère précolombienne. Elle a réussi à faire cohabiter plus de 100 000 personnes d'origines diverses qui ne parlaient pas la même langue. Et elle a fusionné l'économie, la politique et la religion en une civilisation dynamique. Avec son tunnel, la pyramide de Quetzalcoatl symbolise la naissance mythologique de Teotihuacan. Née dans un monde souterrain, elle est devenue l'une des plus grandes métropoles de son temps. C'est la plus belle aventure qu'il m'ait été donné de vivre. On ne peut pas faire de plus beau cadeau à un archéologue. Seul 1/5 du gigantesque site a été exploré à ce jour. Les archéologues ont encore beaucoup à découvrir. Qui sait? Peut-être saurons-nous un jour qui détenait le pouvoir politique à Teotihuacan.